Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 9 septembre 2025. C'est avec grand plaisir que nous entamons la saison 2025-2026 des matinales. Au micro, depuis le studio de Radio KPMG, votre tandem habituel, Laurent Chillet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. Je suis également très heureux de reprendre le chemin du studio et de retrouver nos auditrices et nos auditeurs après cette pause estivale bien méritée. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente rentrée. En cette nouvelle saison, Laurent, les matinales vont souffler leur 11e anniversaire. Tout à fait Hélène, en 11 ans, notre radio a produit près de 600 émissions et a réuni à son micro des centaines d'invités issus des grandes sociétés du CAC 40, mais aussi de plus petites entreprises, ainsi que les principaux régulateurs et normalisateurs, qu'ils soient nationaux ou européens. Et une nouvelle saison qui s'annonce tout aussi prometteuse. En effet. Retour donc, Laurent, à l'essentiel de l'actualité comptable, financière et extra-financière depuis le 1er juillet, date de notre dernière matinale. Oui Hélène, retour à notre ligne éditoriale avec un journal et un dossier du mois consacré aujourd'hui au devoir de vigilance. Nos auditeurs les plus assidus s'en souviennent sûrement. En 2024, en mai plus précisément, nous avions décrypté dans cette émission la directive sur le devoir de vigilance dite CS3D, adoptée 11 ans après le drame du Rana Plaza au Bangladesh. Or, aujourd'hui, les contours du régime de vigilance européen sont remis en cause. Les deux projets de directive dite Omnibus ont en effet rebattu les cartes au printemps 2025. C'est pourquoi nous avons sollicité Julie Belsor, associée de KPMG Avocats, au sein du département Compliance, pour nous expliquer à ce micro où va le devoir de vigilance en France et en Europe. Mais avant cette interview, nous allons faire ensemble, Laurent, le tour de l'essentiel de l'actualité estivale. Quels sont les titres aujourd'hui à la une de ce journal ? À l'une de ce journal, nous évoquerons tout d'abord l'actualité extra-financière. En effet, les simplifications de la taxonomie verte ont été publiées. L'EFRAG a également lancé sa consultation publique sur la simplification et la révision des normes ESRS. Et enfin, la Communauté européenne a adopté une recommandation à propos de la norme VSME. Ensuite, nous parlerons d'actualité réglementaire avec l'AMF qui a publié sa cartographie 2025 des marchés et des risques. Enfin, nous dirons quelques mots sur l'actualité comptable avec l'adoption des amendements à IFRS 9 et IFRS 7. En fin de journal, comme de coutume, nous présenterons les nombreuses publications estivales fort utiles à nos auditrices et nos auditeurs. Voilà, vous avez le programme de cette émission. La saison 2025-2026 des matinales de KPMG est lancée. Ouvrons tout de suite ce journal avec l'actualité extra-financière. La Commission européenne a publié, le 4 juillet dernier, les premières simplifications de la taxonomie verte. Ces simplifications entreront en vigueur au 1er janvier 2026 pour les publications au titre de 2025. Oui Hélène, sous réserve bien entendu de l'examen du Parlement et du Conseil européen dans les 4 mois suivant cette publication. Alors, j'anticipe votre prochaine question Hélène sur ce qu'il faut retenir de ces simplifications. S'agissant tout d'abord des entreprises non financières ou corporates, un seuil de matérialité de 10% a été introduit. Ainsi, les activités représentant cumulativement moins de 10% du chiffre d'affaires, des CAPEX ou des OPEX peuvent être déclarées comme non matérielles. Ensuite, le critère DNSH pollution est allégé, avec la suppression du paragraphe relatif au CLP pour classification, étiquetage et emballage, et ainsi une meilleure cohérence avec le droit environnemental européen. Par ailleurs, de nouveaux templates de reporting ont été créés. Les tableaux actuels sont remplacés par un tableau de synthèse et un tableau par KPI, avec une réduction de 64% des points de données. Et enfin, les templates gaz et nucléaire ont été supprimés. Et qu'en est-il pour les entreprises financières ? Alors pour ce type d'entreprise, le dénominateur a été revu pour un GAR, Green Asset Ratio, plus pertinent. C'est-à-dire que les exclusions ont été élargies au cash, dérivés, goodwill, matières premières et exposition à des contreparties hors CSRD. Un seuil de matérialité a été également introduit. Il est possible d'ailleurs de ne pas communiquer au titre de la taxonomie jusqu'en 2027. Les templates ont été simplifiés. Ainsi, les points de données ont été réduits de 89%, notamment pour les établissements bancaires. Et enfin, les templates gaz et nucléaire ont aussi été supprimés. Voilà des simplifications qui devraient ravir les entreprises. Toujours dans l'actualité extra-financière et la simplification des normes, l'EFRAG a lancé le 31 juillet une consultation publique de 60 jours sur la révision et la simplification des ESRS.
En effet, chacune des 12 normes extra-financières a fait l'objet d'une révision qui a donné lieu à un projet de norme. Le normalisateur indique qu'au total, les points de données obligatoires ont été réduits de 57% et l'ensemble des informations à publier, à savoir obligatoires et volontaires, a diminué de 68%. Cette consultation est ouverte jusqu'au 29 septembre prochain en vue d'une remise par l'IFRAG de son avis technique à la Commission européenne pour le 30 novembre 2025. Au regard de l'importance pour les entreprises, cette démarche de simplification, nous avons décidé de décrypter les projets de normes lors d'une édition spéciale des matinales diffusée le 23 septembre prochain. Une émission à écouter absolument dans notre application Radio KPMG ou sur kpmg.fr. Toujours dans le chapitre de l'actualité extra-financière, Laurent, la Commission européenne a adopté le 30 juillet dernier une recommandation présentant une norme de reporting volontaire des informations en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises. Oui, Hélène, cette norme VSME, pour Voluntary Standard for SMEs, élaborée par l'EFRAG, vise à faciliter la tâche des PME qui ne sont pas dans le champ de la CSRD, en leur permettant de répondre aux demandes d'informations sur la durabilité émanant de grandes entreprises ou institutions financières. La Commission encourage les grandes entreprises et les institutions financières qui sollicitent ce type d'informations auprès des PME à fonder leurs demandes autant que possible sur cette norme volontaire. Mais attention, les PME peuvent également choisir de publier volontairement des informations sur la durabilité afin, par exemple, d'améliorer leur accès au financement durable. Tout à fait. Elles peuvent aussi le faire pour mieux comprendre et suivre leurs propres performances en matière de durabilité et ainsi renforcer leur résilience et leur compétitivité. La Commission européenne présente cette recommandation comme une solution intermédiaire pour répondre aux demandes du marché en attendant l'adoption formelle de l'acte délégué. Bien évidemment, le calendrier d'adoption dépendra du rythme et de l'issue des négociations entre les colégislateurs sur la proposition Omnibus 1. Intéressons-nous maintenant à l'actualité réglementaire. L'Autorité des marchés financiers a publié le 1er juillet dernier sa cartographie 2025 des marchés et des risques dans un contexte toujours marqué par de fortes incertitudes économiques et géopolitiques. De manière générale, l'AMF souligne la bonne résilience des marchés jusqu'ici, malgré des épisodes de correction et des pics de volatilité enregistrés sur les marchés d'actions et d'obligations depuis le début d'année. Toutefois, elle met en exergue des facteurs de risque qui demeurent élevés. Et les événements de ces derniers jours en France font tristement écho à ces constats de l'AMF. Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur ces risques, ils peuvent consulter utilement le rapport sur le site de l'autorité. Restons avec le régulateur, mais cette fois-ci européen. L'ESMA a publié fin juin les décisions prises par des régulateurs européens en matière de normes comptables IFRS. En effet, Hélène, l'ESMA a publié le 27 juin 2025 le 30e extrait de sa base de données qui rend public des décisions prises en matière de normes comptables IFRS par certains régulateurs européens lors de leur contrôle des comptes et qui ont été considérées comme ayant une portée relativement générale. Pour rappel, ces décisions ne constituent pas des interprétations officielles des normes comptables IFRS, elles n'en constituent pas moins une source de doctrine utile et un point de référence pour l'AMF lors de sa revue des comptes. C'est pourquoi nous encourageons nos auditeurs à les consulter sur le site de l'EFRAG. Cette année, ces décisions sont au nombre de 8 et vont des projections de flux de trésorerie et durée d'utilité des actifs jusqu'à la comptabilisation des actifs d'impôt différés relatifs à des pertes fiscales, en passant par les contrats d'achat d'électricité renouvelable ou PPA et la hiérarchie de juste valeur. Justement, Laurent, à propos des PPA, les lignes ont bougé cet été. Oui, Hélène, l'Union européenne a adopté fin juin 2025 les amendements à IFRS 9 et IFRS 7 liés à ce type de contrat. Ces amendements étaient très attendus et clarifient les conditions permettant d'appliquer l'exemption pour usage propre ou unused exception, permettant d'éviter de comptabiliser des dérivés en juste valeur par compte de résultat. Plus généralement, ils apportent aussi des aménagements importants pour appliquer la comptabilité de couverture au contrat de Virtual PPA. Ces amendements sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026 et peuvent néanmoins être appliqués de façon anticipée. Avant de clôturer ce journal, faisons le tour des publications estivales, Laurent. Au-delà du numéro de juillet d'IFRS en bref, je signale à nos auditeurs 2 publications. Tout d'abord, la nouvelle édition de la lettre de la gouvernance de KPMG et ensuite l'étude CSRD 2025 by KPMG.
Pour les besoins de cette étude, ont été analysés les états de durabilité publiés par plus de 50 grandes entreprises françaises, du CAC 40 et du Next 20, à l'aune de plus de 400 questions. Au regard de l'intérêt de cette étude, il nous a paru indispensable d'en présenter les principaux constats sur nos ondes. Ainsi, une édition spéciale des matinales y sera consacrée et diffusée demain, le 10 septembre. Et vous trouvez les publications KPMG que nous vous recommandons sur kpmg.fr. Ce journal est maintenant terminé. Un grand merci à vous, Laurent. Pour ma part, je retrouve nos auditeurs avec l'invité dans un instant. Le 24 avril 2024, soit 11 ans, jour pour jour, après le drame du Rana Plaza au Bangladesh, a été adoptée par l'Europe la directive sur le devoir de vigilance, dite CS3D pour Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Nous avions consacré d'ailleurs la matinale de mai 2024 à ce sujet. L'adoption de la CS3D avait été à l'époque un véritable parcours du combattant et voilà que le régime européen de vigilance fait aujourd'hui face à de nouveaux défis. En effet, 2 projets de directive, dites omnibus, ont rebattu les cartes au printemps 2025, rendant aujourd'hui incertains les contours du régime de vigilance européen. Pour en parler, nous avons convié aujourd'hui à notre micro Julie Belsor, associée de KPMG Avocats au sein du département Compliance. Bonjour Julie. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. Avant de parler des nouveautés en matière de devoir de vigilance, pouvez-vous nous rappeler, Julie Belsor, brièvement, le régime de vigilance européen issu de la directive de 2024 ? Vous l'avez dit en introduction, Hélène. Après de longues négociations, l'Europe avait finalement franchi un cap historique avec l'adoption de la directive CS3D en avril 2024. Il s'agissait d'instaurer un cadre commun de vigilance pour prévenir et corriger les atteintes aux droits humains et à l'environnement dans l'ensemble de la chaîne de valeur, en amont comme en aval. Avec la CS3D, il n'est plus seulement question de publier des informations, mais bien d'imposer une obligation d'action aux entreprises dans ce domaine. Il peut être également utile de rappeler qu'en droit français, de telles obligations existent déjà depuis 2017 pour les entreprises de plus de 5000 salariés et que notre loi avait inspiré le législateur européen dans l'élaboration de la CS3D. Dans l'esprit, ces législations contraignent les entreprises à ne pas fermer les yeux sur les conditions de travail de leurs sous-traitants et fournisseurs dans les pays tiers, simplement parce que ces pays auraient des normes moins strictes en matière de protection des libertés fondamentales, de la santé, la sécurité des personnes ou de l'environnement. En clair, avec la CS3D, les entreprises sont passées d'une obligation d'informer à une obligation d'agir. Pourtant, en février 2025, la législation dite Omnibus, portant sur le régime de durabilité européen, a changé la donne. 1 an seulement après la création du régime de vigilance européen, assiste-t-on déjà à sa disparition ? Il est vrai que le paquet Omnibus a pu surprendre, même s'il reflète une volonté plutôt légitime d'alléger et d'harmoniser les normes européennes de durabilité, à la fois nombreuses et complexes pour les entreprises. Mais oui, c'est bien tout le corpus normatif du Green Deal qui est concerné ici avec la CS3D bien sûr, mais aussi la CSRD, la taxonomie ou la SFRD. Cette initiative s'inscrit dans le prolongement du rapport Draghi, de la déclaration de Budapest du 8 novembre 2024 et de la boussole de compétitivité publiée en janvier 2025, le tout dans un contexte géopolitique qui, entre-temps, a radicalement changé. Ainsi, pour répondre à votre question, Hélène, la volonté n'est, semble-t-il, pas d'enterrer le devoir de vigilance européen, mais plutôt de le rationaliser en vue de réduire la charge normative qui pèse sur les entreprises, et ce, normalement, sans en compromettre ses objectifs. Concrètement, quelles seraient les modifications apportées par le paquet Omnibus sur le devoir de vigilance ? Omnibus repose sur 2 volets distincts. D'un côté, une directive axée sur le calendrier, communément appelée la directive Stop the Clock, et de l'autre, une directive plus substantielle qui propose des modifications de fond au texte du Green Deal. Le premier volet, Stop the Clock, a été voté en avril 2025. Il décale d'1 an le délai de transposition de la CS3D, donc de 2026 à 2027, et il reporte son entrée en application à 2028 et 2029, selon la taille des entreprises. L'objectif de cette directive contre la montre est clair, suspendre temporairement le compte à rebours résultant de la publication de la CS3D pour laisser à l'Europe le temps de revoir sa copie. Et concernant ces modifications de fond de la CS3D, dispose-t-on déjà de précisions ? Oui, mais celles-ci sont encore en discussion. Aucun texte n'est définitif. À date, les principaux changements seraient les suivants.
Tout d'abord, une limitation des obligations de due diligence aux seuls partenaires directs des entreprises, c'est-à-dire ceux avec lesquels l'entreprise contracte, et non plus aux partenaires indirects qui composent sa chaîne d'activité. Pour eux, le suivi ne serait plus qu'effectué qu'en cas de risque avéré ou plausible ou sur une base volontaire. Deuxièmement, une limitation de la fréquence des contrôles. La CS3D impose aujourd'hui que les entreprises contrôlent l'adéquation et l'efficacité de leurs mesures de diligence tous les 12 mois. Omnibus propose que ce suivi n'intervienne que tous les 5 ans. Par ailleurs, en cas de difficulté grave avec un partenaire commercial, la directive de 2024 prévoit de mettre fin, en dernier recours, à la relation commerciale. Cette obligation pourrait être assouplie afin de tenir compte des situations dans lesquelles la production dépend fortement d'un fournisseur spécifique. Dans cette hypothèse, l'entreprise aurait alors la possibilité de suspendre la relation commerciale tout en continuant à travailler avec le fournisseur en question afin de trouver une solution. Troisièmement, l'ambition d'un régime de responsabilité civile spécifique et harmonisé entre les différents États membres serait abandonnée au profit de l'application des différents droits nationaux de la responsabilité. Enfin, un assouplissement des obligations relatives à l'adoption et à la mise en œuvre d'un plan de transition pour l'atténuation du changement climatique est fortement envisageable. Donc, toute une série de modifications seraient envisagées par ce projet Omnibus. Est-ce qu'il modifie également le nombre d'entreprises soumises au régime de vigilance européen? En clair, le champ d'application est-il amendé ou serait-il amendé? Aujourd'hui, la CS3D concerne les entreprises qui remplissent 2 conditions cumulatives. Plus de 1000 salariés et un chiffre d'affaires mondial supérieur à 450 millions d'euros. Ce point n'était initialement pas remis en cause par la proposition de directive Omnibus. Mais demain, ces critères pourraient évoluer. En effet, le Conseil de l'Union s'est prononcé en juin 2025 en faveur d'un rehaussement significatif portant l'effectif salarial à 5000 employés et à 1,5 milliard d'euros pour le chiffre d'affaires. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, environ 300 entreprises sont soumises à la loi française sur le devoir de vigilance. Avec les seuils de la CS3D, ce nombre devrait fortement augmenter. Mais si les seuils proposés par le Conseil étaient retenus, cela reviendrait finalement à exonérer la moitié des entreprises actuellement concernées par ces obligations de vigilance en France, ce qui est perçu par la société civile comme une véritable régression. Et on peut comprendre cette perception. La position du Conseil de l'Union européenne est plutôt de limiter encore le devoir de vigilance européen et d'aller plus loin que la proposition de directive Omnibus. Oui, c'est tout à fait ça. Je rappelle que les négociations sont en cours entre les institutions européennes et on ne connaît pas encore l'issue. Mais si la position du Conseil est suivie, le devoir de vigilance européen sera profondément restreint, tant au niveau de son champ d'application, puisque seules les grandes entreprises seraient concernées, qu'au niveau des obligations mises à leur charge. Sur ce point, par exemple, le Conseil souhaiterait supprimer l'exercice rigoureux de cartographie des risques d'atteinte aux droits humains et à l'environnement, pierre angulaire du dispositif, au profit d'une approche plus générale fondée sur les risques. Vous avez dit à l'instant que les négociations sont en cours. A-t-on une idée du calendrier? Le Parlement devrait se prononcer sur le second volet d'Omnibus en octobre 2025. L'adoption de la directive devrait intervenir courant 2026. Elle sera suivie de la publication des fameuses lignes directrices de la Commission que nous attendons et qui permettront aux entreprises de mieux appréhender leurs nouvelles obligations. Pendant cette période, il reviendra également à chaque État membre de transposer la directive en droit interne, ce qui reviendra pour la France à modifier le dispositif français existant. Sur les délais de transposition, la directive Stop the Clock fixe au 26 juillet 2027 la date limite de transposition par les États membres. C'est une date très précise et nous suivrons cela bien entendu. Alors revenons maintenant à la France. Quelle est la tendance contentieuse en matière de devoir de vigilance? Les juges ont-ils déjà été amenés à sanctionner les carences des entreprises en France? Votre question résonne pleinement avec l'actualité. En effet, pour la première fois, le 17 juin dernier, la Cour d'appel de Paris a rendu une décision fondée sur le devoir de vigilance français. Cette décision est riche d'enseignements, notamment sur les attendus en matière de cartographie des risques. La Cour a reproché à la société concernée d'avoir établi une cartographie trop générale pour déterminer précisément les risques liés à son activité et leur hiérarchisation, alors que des résultats de cet exercice doivent dépendre de l'effectivité des mesures mises en place. Et malheureusement, cette pratique de cartographie est assez fréquente, et certaines entreprises ont parfois tendance à chercher en matière de conformité à cocher une case, ce qui, et on le voit avec ces décisions, mais aussi à la lecture des publications de l'Agence française anticorruption, par exemple, n'est pas conforme à l'esprit des textes et ne permet pas de se dédouaner d'une condamnation. Au-delà de cette première affaire, d'autres décisions vont suivre,
puisqu'on assiste depuis ces dernières années à une accélération des contentieux de vigilance, si bien que le tribunal judiciaire de Paris et la cour d'appel ont créé des chambres spécialisées. Donc on comprend en vous écoutant, Julie Belsort, qu'il y a un véritable essor du contentieux en France, tandis qu'un mouvement de retrait semble s'opérer à l'échelle européenne. À quel niveau, selon vous, Julie Belsort, les entreprises doivent-elles mettre le curseur face à ces vents qui sont à la fois multiples et contraires? À mon sens, les entreprises ne devraient pas relâcher leurs efforts, puisque les dispositions françaises restent à ce jour pleinement applicables. Avec cette loi sur le devoir de vigilance, les associations, les syndicats et les ONG disposent d'un levier efficace pour faire valoir leurs droits ou défendre les intérêts qu'ils protègent, et la multiplication des actions en justice en témoigne, même si aujourd'hui le risque est plus réputationnel que financier. Au niveau européen, la CS3D prévoit la possibilité de recourir à des sanctions financières effectives, proportionnées et dissuasives en cas de violation des dispositions nationales qui seront adoptées par les lois de transposition. Elle précise également que si les États membres décident de fixer un plafond, celui-ci ne devra pas être inférieur à 5% du chiffre d'affaires mondial net de l'entreprise, mais pour autant, la proposition Omnibus est finalement revenue sur la possibilité de prévoir un tel plafond pour garantir des conditions de concurrence équitables dans l'Union. Donc des lignes directrices sur les sanctions sont par ailleurs attendues, donc précisément sur ce point. Et à côté de ces sanctions financières, y a-t-il autre chose? La CS3D prévoit-elle autre chose? Oui, elle prévoit que la responsabilité civile des entreprises peut être engagée et elle consacre en ce sens un droit à une réparation intégrale en cas de dommages résultant d'un manquement intentionnel ou par négligence aux obligations de vigilance. Et enfin, au-delà de ces condamnations, répondre aux attentes de durabilité est un véritable enjeu stratégique. Le devoir de vigilance n'est pas qu'un risque à gérer, mais il constitue un levier de transformation et de confiance. Je le redis, la réputation de l'entreprise est ici en jeu. Et pour conclure sur cette question du devoir de vigilance? Pour conclure, je dirais à nos auditeurs qu'il faut évidemment rester en veille sur le paquet Omnibus et les évolutions à venir de la CS3D. Et je recommande vivement aux entreprises déjà soumises à la loi française sur le devoir de vigilance de procéder à une revue de leur méthodologie à la lumière de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 17 juin dernier. J'ai principalement insisté tout à l'heure sur la cartographie des risques et sa nécessaire granularité, mais l'arrêt de la Cour fournit des informations précieuses sur d'autres aspects comme l'évaluation des tiers ou la mise en œuvre d'un dispositif d'alerte qui nécessite une attention particulière. Un arrêt à lire absolument donc. De même, Radio KPMG continuera bien entendu d'informer les auditeurs sur le thème de la CS3D au cours des prochains mois. En tout cas, Julie Belsort, un grand merci pour votre éclairage et pour vos conseils précieux. Merci à vous également. Cette première matinale de la saison 2025-2026 se termine maintenant. Je vous retrouverai, chers auditeurs, chères auditrices, avec grand plaisir le mardi 7 octobre pour une nouvelle édition. À bientôt. Les matinales de KPMG.